Je pense que c'est le but ultime de l'être humain. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Chacun se fait sa propre idée sur le sujet. Mais nous pouvons tout accomplir. Nous avons un potentiel infini. Notre ADN spirituel est parfait et cette perfection est en nous. L'esprit cherche constamment l'expansion et sa pleine expression, mais jamais la désintégration. Nous provoquons nous-mêmes la désintégration. L'esprit cherche donc constamment l'expansion et l'expression. Nous sommes des êtres spirituels. Cette perfection fait tout pour s'exprimer à travers nous, mais nous l'empêchons de le faire. C'est pourquoi il est essentiel de nous y connecter afin qu'elle puisse s'exprimer. Nous pouvons tout accomplir. Nous sommes tout-puissants. Tout le pouvoir et tout le savoir sont présents partout dans l'univers et disponibles à tout moment. Il est en vous et il est en moi. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir. C'est exactement ce que j'enseigne, puis je le décompose pour le rendre accessible aux gens. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous accueillons le légendaire Bob Proctor. Je suis ravi de vous rencontrer. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est génial de vous voir. Vous avez été une source d'inspiration pour tellement de gens, depuis les années 60. Mais je vous ai vu pour la première fois dans le film Le Secret. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'autres personnes. Le monde vous a découvert à ce moment-là. Nous avions une conversation tout à l'heure et vous me disiez que vous avez failli ne pas apparaître dans le film. Alors, j'aimerais en savoir plus à ce sujet. C'est une histoire intéressante. Je venais de recevoir un message sur mon téléphone, mais ce message n'était pas clair. Je ne l'ai pas supprimé, j'ai juste appuyé sur dièse et... Dièse, c'était pour accéder à la messagerie vocale, n'est-ce pas? C'est ça. J'étais dans un aéroport et la messagerie vocale était pleine. J'ai donc téléphoné à Gina. Gina était mon assistante. Nous avons travaillé ensemble pendant plus de 33 ans. J'ai dit à Gina, ma messagerie est pleine. Peux-tu m'aider à y voir plus clair dans tout ça? Je lui passe le numéro qui m'avait appelé. Ça ressemblait à un numéro venant d'Australie. Puis je lui dis que je pense que le nom de la personne qui a appelé est Glenda. C'est Rhonda Byrne qui a réalisé le film Le Secret, et Glenda était sa sœur. J'ai donc dit à Gina qu'on m'avait parlé d'un film, mais que tout ça pouvait être de fausses informations. Puis Gina m'a rappelé dans l'heure et elle m'a dit que toutes les informations qu'on m'avait données étaient justes. Elle me dit qu'il y a bien une équipe de tournage australienne qui travaille sur ce projet aux États-Unis et qu'ils aimeraient que je fasse une apparition dans le film. Mais ils n'avaient pas réussi à me joindre. Je me disais qu'ils étaient vraiment motivés à le faire, car ils avaient réussi à avoir mon numéro personnel. Ensuite, Gina me dit qu'ils repartent en Australie la semaine prochaine et que ça fait plus d'un mois qu'ils essaient de me joindre. Ils vont tourner des scènes dans la ville d'Aspen pendant tout le week-end. Puis elle me dit « C'est incroyable Bob, tu présentes un séminaire à Aspen ce week-end. » Et je n'avais pas été à Aspen depuis au moins 3 ans. Je travaillais juste à côté, alors je suis allé les rejoindre. Ils étaient installés dans une toute petite salle. Ils avaient des caméras, mais il n'y avait aucune aération. Les projecteurs me donnaient chaud, c'était horrible. Je veux dire, vous ne pourriez pas croire la manière dont ils s'étaient installés. Ils avaient donc 2 caméras, une fixe et une qui était mobile. Et voilà comment ça a commencé. Pendant le tournage, j'ai répondu à des tas de questions. La caméra tournait et j'ai juste commencé à parler. Ils ont adoré ce que je disais, car ça correspondait exactement à ce qu'ils recherchaient. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai affiché une page de PowerPoint sur l'écran en guise de mémo pour m'aider à parler de certaines choses. Je suis donc resté là-bas pendant quelques heures, et après ça, je n'ai plus de nouvelles de leur part. On avait tourné en été et aucune nouvelle jusqu'au printemps de l'année d'après. Puis j'ai reçu un CD par la poste. Vous savez, je reçois énormément de CD aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas à l'époque. J'ai posé le CD sur la table et j'ai dit à ma femme « On doit regarder ce qu'il y a dessus ». Je ne savais même pas comment lire un CD à ce moment-là, c'est elle qui m'a tout appris. Donc elle met le CD en route et on visionne le film. Je me dis alors, bon sang, ça va faire un tabac. Je venais de voir la bande-annonce. Et c'est la bande-annonce qui a rendu le film célèbre. Puis le film a décollé comme une fusée. Ensuite, on vous a vu partout durant des années. En effet. Et vous étiez l'un des principaux intervenants du film. Exact. Je pense que j'ai étudié leur sujet plus que n'importe qui d'autre. Ils ont même consacré une section spéciale à mon nom. Si vous allez dans le menu du DVD, il y a une section spéciale Bob Proctor qui m'est dédiée. Je me suis enregistré durant 30 à 45 minutes depuis chez moi, dans mon bureau et devant un écran vert. Je n'ai fait que parler sans m'arrêter, et ils n'ont coupé aucun passage. Ils l'ont gardé tel quel et intégré dans le DVD. Ça fait partie des bonus du film. Oui, et je pense qu'elle est toujours en ligne, avec plusieurs millions de vues. C'est inspirant. J'ai été dans ce business depuis 1968. Mais vous aviez déjà une entreprise florissante.
Vous enseigniez dans vos séminaires, etc. Et vous n'aviez pas été au lycée? Vous avez dit que vous n'avez fait que 2 mois de lycée. Oui, je n'y suis allé que 2 mois. Ils m'ont jeté dehors. Pourquoi vous ont-ils viré? Je ne servais à rien. Je ne faisais rien et ça ne me menait nulle part. J'étais vraiment inutile. Pour moi, le mot but me faisait penser au hockey ou au football. Ce n'était pas quelque chose pour lequel je devais travailler. J'ai fait plein de petits boulots. J'ai travaillé à l'usine, dans un bar, ça ne menait nulle part. Puis j'avais 26 ans quand je me suis réveillé. Mais avant ça, je n'arrivais à rien. Je pense que si je suis aussi efficace dans ce que je fais, c'est que je me suis toujours dit que si ça fonctionne pour moi, alors ça fonctionnera pour n'importe qui d'autre. J'étais un vrai raté, et mon monde a changé si soudainement que je n'ai jamais cessé d'être fasciné par ce qui m'était arrivé. Alors je voulais que ça arrive à d'autres personnes également. Vous avez dit que vous avez commencé à vous réveiller vers l'âge de 26 ans. Vous avez commencé à avoir une certaine conscience de vous-même, du monde, de l'univers et de la vie. Mais que s'est-il passé quand vous vous êtes réveillé? Un changement radical s'est produit. Je travaillais chez les sapeurs-pompiers dans la banlieue de Toronto, et je suis devenu ami avec l'un d'entre eux. J'avais beaucoup d'amis, mais celui-ci était particulier. Il m'a donné un exemplaire du livre « Réfléchissez et devenez riche » et m'a demandé de le lire. Je lui ai dit que je ne savais pas lire. Je mentais, je savais lire. Puis il m'a dit « Si tu fais exactement ce que je te dis de faire et que tu lis ce livre tous les jours, alors tu pourras avoir tout ce que tu veux dans la vie. » À ce moment-là, j'étais malheureux, j'étais malade et fauché. Et pour moi, la vie n'avait pas de sens. Mais il m'a dit ensuite « Écoute, ta façon de faire ne fonctionne pas, mais la mienne fonctionne. » Il était heureux, en bonne santé et avait de l'argent. Un grand gaillard en pleine santé. Puis il me dit « Vu que tu es malheureux, malade et fauché, je dois bien savoir quelque chose que tu ne sais pas. Pourquoi n'essaierais-tu pas ce que je te dis de faire ?» J'ai eu un déclic. Ça faisait 26 ans qu'on essayait de me faire la morale et personne n'y était jamais arrivé. Mais j'ai commencé à faire ce qu'il me suggérait. Il m'a demandé ce que je voulais dans la vie, et tout ce que je voulais, c'était de l'argent. Je gagnais 4 000 $ à l'époque et j'avais 6 000 $ de dette. Si je remboursais tout ce que je devais en 18 mois, j'aurais eu encore plus de problèmes. C'était une situation impossible. Je me contentais de ce que j'avais sous le nez, je ne pouvais pas voir au-delà, c'est pourquoi c'était une situation impossible pour moi. Mais il m'a dit « Écoute, écris ce que tu désires sur une carte. Que veux-tu vraiment dans la vie ?» Je voulais de l'argent. Je me disais que si j'avais assez d'argent, tous mes problèmes disparaîtraient. Tout le monde m'appelait pour réclamer l'argent que je leur devais. J'étais très endetté. J'ai donc écrit que je voulais 25 000 $. Si j'avais réuni toutes les personnes que je connaissais à l'époque, nous n'aurions jamais pu réunir 25 000 $ à nous tous. On n'aurait même pas pu réunir ne serait-ce que 1 000 $. C'était une énorme quantité d'argent en ce temps-là. C'était un projet fou. J'ai noté ça sur la carte et il m'a dit de la lire tous les jours. Il me demandait sans arrêt « Tu as lu la carte aujourd'hui ?» Je lui disais que non, mais il me disait de la lire, et ça m'a appris quelque chose de très important. Les dettes étaient tout ce que je connaissais avant ça. Les gens m'appelaient sans arrêt pour demander les remboursements que je leur devais. Mais si vous pensez toujours à des dettes, vous serez endetté toute votre vie. Vous devenez ce que vous pensez, mais cette carte me faisait penser à gagner de l'argent. Je n'avais jamais pensé à gagner de l'argent avant ça, je ne pensais qu'aux dettes et rien d'autre, mais j'ai commencé à penser à gagner de l'argent. Puis j'ai commencé à entendre les gens autour de moi parler de comment gagner de l'argent, et comme j'entendais les gens en parler, j'ai commencé à y penser sérieusement. Puis un gars a dit qu'il y avait de l'argent à se faire en nettoyant des sols, et j'ai dit « Ok, je vais nettoyer des sols ». J'étais prêt à tout pour gagner de l'argent. J'ai donc commencé à nettoyer un bureau, et à la fin de l'année, je gagnais 14 500 $ par mois. J'étais chez les sapeurs-pompiers et le chef ne gagnait que 11 500 $ par année. Et ce n'était qu'un an après avoir commencé à nettoyer des bureaux. J'ai commencé à nettoyer un bureau 2 fois par mois, 15 $ à chaque fois, donc 30 $ par mois. Puis j'ai nettoyé un autre bureau dans un atelier de construction et je gagnais 65 $ par mois. Et en moins de 5 ans, je nettoyais des bureaux à Toronto, à Montréal, à Boston, à Cleveland, à Atlanta et à Londres en Angleterre. Les choses ont décollé. J'écoutais les enregistrements de Earl Nightingale et je lisais « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Et je faisais en sorte que tous ceux qui travaillaient pour moi étudient la même chose que moi. Aucun d'entre nous ne savait grand-chose sur la manière de nettoyer des sols, on faisait quand même du bon boulot. Mais quand quelqu'un me demandait ce que je faisais, je répondais que je nettoyais des bureaux. C'était difficile pour eux de comprendre comment j'avais pu en arriver là. J'étais vraiment irresponsable et je gagnais plus d'1 million de $ par an. J'allais au casino et je jouais à la roulette. Je me fichais de tout perdre et je n'avais jamais vraiment su d'où venait tout cet argent. Mais un jour, je me suis dit, ce n'est plus possible de vivre comme ça. Je ne sais plus d'où est venu le déclic, mais je me suis demandé comment tout ça m'était arrivé.
Et je ne pouvais pas répondre à cette question. Je ne savais pas pourquoi ma vie avait changé aussi vite, mais elle avait changé radicalement. J'ai été élevé pour croire qu'il faut être très intelligent pour gagner beaucoup d'argent. Je savais que je n'étais pas très intelligent, mais j'étais très riche. Donc je me suis dit que ce n'était pas vrai. On m'a élevé en me disant que pour avoir un bon travail, il faut faire des études. Mais je n'étais pas allé à l'école. Je n'avais pas un bon travail, l'entreprise m'appartenait. Je me suis alors dit que cette croyance était fausse. Puis j'ai commencé à remettre en question toutes mes croyances. Sont-elles vraies ou sont-elles des illusions ? Je devais savoir ce qu'il s'était passé, mais je ne trouvais pas. Ça m'a pris plus de 9 ans et demi pour comprendre comment j'avais fait. Pour en arriver là où vous étiez. Avant de commencer, vous parliez de mentors. Je pense qu'ils sont essentiels dans la vie. En regardant en arrière, je me rends compte que j'ai eu la chance d'étudier avec des personnes très brillantes, de vrais géants dans leur domaine. J'ai apprécié chaque succès, car on m'a bien aidé. Pour en revenir à mon premier mentor, il m'a dit « Fais tout ce que je te dis de faire jusqu'à ce que tu découvres par toi-même si je mens ou si je ne sais pas de quoi je parle. » C'est une sorte de règle que j'ai suivie depuis. Quand je choisis une personne qui deviendra mon mentor, je fais exactement ce qu'elle me dit, jusqu'à ce que je découvre par moi-même si elle ment ou si elle ne sait pas de quoi elle parle. Mais ils ne m'ont pas menti, et ils savaient de quoi ils parlaient. J'ai donc eu d'excellents mentors dans ma vie. Et ça a fonctionné. Et quel est le mentor qui vous a le plus marqué ? Ray Stanford premièrement, mais plus important encore, Earl Nightingale. J'ai commencé à étudier ses enregistrements, puis j'ai voulu travailler avec lui. J'ai vu qu'il avait des diffuseurs, alors je suis devenu un distributeur. J'ai arrêté mon business et j'étais prêt à les payer pour pouvoir travailler là-bas. Je voulais travailler avec lui, car je savais que je pourrais l'observer. Je voulais voir ce qu'il faisait, ce qu'il pensait, etc. C'était un géant dans mon esprit. Earl Nightingale et Lloyd Cornett ont lancé le développement personnel tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec des enregistrements audio et vidéo. Earl avait lancé ses enregistrements intitulés Secret Record. Il était très impressionnant. Puis j'ai étudié avec Leland Val Vanderwall et Dr. Broder. J'ai eu des mentors phénoménaux. Vous ne connaîtriez pas le nom de la plupart d'entre eux, mais c'étaient les meilleurs dans ce qu'ils faisaient. Est-ce que vous aviez de grands projets quand vous étiez enfant ? Ou étiez-vous du genre à croire que vous n'étiez bon à rien ? Non, je n'avais pas de rêve quand j'étais petit. Dans le milieu dans lequel j'ai grandi, nous étions tellement pauvres et les choses étaient tellement difficiles. C'était durant la Grande Dépression des années 30. Il n'y a plus grand monde qui peut raconter avoir vécu ça. Mais on ne rêvassait pas à l'époque, on se contentait de vivre au jour le jour. Mais quand j'ai commencé à étudier, réfléchir et devenir riche, j'avais 26 ans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à pouvoir rêver. Et quel est le principe du livre qui est le plus puissant selon vous ? Ils le sont tous, mais pour vous, lequel d'entre eux est le plus puissant ? La plupart le sont, mais l'imagination est très puissante. Vous savez, j'ai étudié plusieurs choses à la fois, mais nos facultés mentales supérieures, les professeurs d'école, ne nous apprennent rien à ce sujet. Même la plupart des séminaires ne vous disent rien à ce sujet. Nous avons dit que vous devenez ce que vous pensez, mais vous devez aller encore plus loin. Nous pouvons tous apprendre à développer notre perception, notre volonté, etc. Quand vous changez votre perception, vous changez votre vie. Et pour la volonté, c'est pourquoi quand Kennedy a demandé à Wernher von Braun comment faire pour se rendre sur la Lune, il lui a répondu « la volonté de le faire ». Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas vraiment ce qu'il entendait par là. Il voulait dire que cela vous prendra la faculté de maintenir cette image dans votre esprit et rien d'autre, car la volonté vous permettra de vous concentrer. L'énergie circule vers vous et à travers vous. Avec la concentration, vous élevez l'amplitude de votre vibration à travers l'énergie que vous émanez. C'est comme ça que fonctionne la guérison absente du Reiki. Elle se fait avec la volonté. Un praticien maintient l'idée que son patient est relaxé et très détendu, puis il transfère cette pensée directement dans l'esprit subjectif de la personne. C'est ce qui affecte le corps. La volonté est donc très importante. C'est pourquoi nous devons comprendre ces facultés. Pour ce qui est de l'intuition, c'est une faculté mentale qui nous permet de recevoir une vibration, puis de la traduire dans notre esprit. C'est grâce à l'intuition que vous pouvez recevoir des réponses à certaines de vos questions. Quand vous posez une question, l'opposé d'une question est une réponse, c'est son équivalent opposé. Nos réponses viennent de nos questions, mais nous ne sommes pas suffisamment réceptifs pour recevoir la bonne fréquence parfois. Pourtant, toute question est une réponse. Et l'imagination, bien évidemment, c'est plus fort que tout. Nous avons donc ces facultés supérieures, nous les utilisons, alors j'ai commencé à apprendre à les utiliser. Et je me suis rendu compte que nous possédons des facultés incroyables dont nous n'avons jamais entendu parler. L'école ne nous apprend rien là-dessus, et nos parents non plus. Quand vous travaillez pour une entreprise, ils ne vous apprennent rien là-dessus.
Donc les chances que vous appreniez à les maîtriser sont très minces. C'est la raison pour laquelle seulement très peu de gens ont du succès dans la vie. Il existe pourtant tellement de choses qui parlent du succès. Il y en a plus aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Les livres de développement personnel sont ce qui se vend le mieux dans le monde. En 1961, quand j'ai commencé à étudier cela, vous savez, la puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale, comment se faire des amis de Dale Carnegie, réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, etc. Il n'y avait pas beaucoup de livres du genre à l'époque, mais aujourd'hui, on en trouve des milliers. Les gens en ont besoin car ils ne savent pas comment utiliser les outils qu'ils possèdent. Mais ils ne savent pas comment utiliser les informations qui sont dans les livres non plus. Pour ce qui est des facultés, vous avez la perception, l'intuition, la volonté, la raison, l'imagination et la mémoire. Il y en a 6. Tout le monde possède une excellente mémoire, elle est juste mal entraînée. J'ai travaillé avec des gens qui ont une excellente mémoire. Nous avons tous une excellente mémoire, elle est juste faible si nous n'avons pas pris le temps de la développer. Nous grandissons en entendant tout le temps « Oh, tu as une mauvaise mémoire », mais ça n'existe pas d'avoir une mauvaise mémoire. Et plus vous vous dites que vous avez une mauvaise mémoire, et plus vous serez convaincu que c'est le cas. Exactement. Laquelle de ces 6 facultés avez-vous eu le plus de mal à maîtriser? Elles sont toutes difficiles à maîtriser, car nous sommes tous programmés à ne pas les utiliser. Mais comment ça se fait? Car le plus grand problème du monde, c'est l'ignorance. Nous ne savions pas que nous les avions. Vous savez, les gens parlent de la perception, mais ils ne voient pas cela comme une faculté mentale. Pour eux, c'est juste un mot comme un autre. Quand j'ai un problème, que je rencontre une situation qui me met vraiment en difficulté, je vais la noter sur une feuille de papier aussi clairement que possible, de sorte que, si je vous faisais lire, vous seriez capable vous aussi de comprendre clairement ce qu'il m'arrive. Puis je pose la feuille au milieu d'une table et je m'assois pour l'observer. Et je me pose la question, est-ce que ce problème est en moi ou sur la feuille? Ensuite, je m'arrange pour qu'il sorte de moi, pour qu'il n'existe que sur la feuille. Pourriez-vous nous donner un exemple? Par exemple, disons que j'aimerais améliorer l'un de mes séminaires que je donne depuis un moment déjà. Je l'écris donc sur la feuille. Ça marche avec tous les problèmes que l'on veut résoudre. Autre exemple, si vous manquez d'argent, écrivez-le, mettez-le à plat. Vous manquez d'argent pour une bonne raison. Vous voulez peut-être acheter un immeuble ou peu importe la raison. Donc vous regardez la feuille et vous vous demandez... Est-ce que ce problème est en moi ou sur la feuille? Et je travaille jusqu'à ce qu'il n'existe que sur la feuille. Je le fais sortir de moi. Ça me permet de l'observer objectivement, de la même façon que le ferait quelqu'un qui n'est pas concerné par ce problème. Puis je m'assois de l'autre côté de la table et je me demande comment le verrait l'un de mes mentors par exemple. Comment s'occuperait-il de ça? Je me déplace donc physiquement jusqu'à l'autre côté de la table et je me demande comment telle ou telle personne résoudrait ce problème. Je peux même me demander comment Napoleon Hill s'en chargerait. Vous pouvez adopter le point de vue d'une personne vivante ou décédée. Son énergie est toujours là. Cela permet de modifier votre perception. Et quand vous modifiez votre perception, vous mettez le problème en lumière. La réponse est sous votre nez, mais vous devez d'abord entrer en harmonie avec. Donc, vous pouvez utiliser n'importe laquelle de ces facultés, comme par exemple la volonté. Disons que vous êtes dans un centre commercial et que quelqu'un vous observe. Vous pouvez avoir le sentiment qu'on vous observe, n'est-ce pas? Pourquoi? Car les sentiments sont la prise de conscience d'une vibration. Quand une personne observe quelque chose, elle concentre son attention et elle envoie une puissante charge d'énergie jusqu'à votre cerveau et vous le sentez. À ce moment-là, vous êtes persuadé qu'on vous observe. La concentration augmente l'amplitude de la vibration qui nous traverse constamment. Ce pouvoir qui circule en nous ne s'arrête jamais. On peut photographier l'énergie qui s'échappe du corps, vous savez, et la concentration permet de l'amplifier et de la rendre plus puissante. Donc peu importe la chose sur laquelle vous vous concentrez, vous lui donnez plus d'énergie pour exister. Emerson disait que les choses qui se développent sont celles dans lesquelles vous investissez votre énergie. Quand vous commencez à apprendre ces facultés supérieures, vous commencez à améliorer la qualité de votre vie. Vous pourrez alors comprendre pourquoi vous êtes la plus belle création de Dieu. Quand je dis Dieu, je ne parle pas d'un gars assis sur un nuage qui répond à toutes mes questions. On dit que Dieu a créé de quoi nourrir tous les oiseaux, mais ce ne sera pas lui qui leur mettra de la nourriture dans leur nid. Ils doivent aller la chercher eux-mêmes. Dieu ne fera pas les choses à notre place, c'est à nous de le faire. Donc pour ces facultés supérieures que nous possédons, nous devons apprendre à les maîtriser par nous-mêmes. Et laquelle est la plus difficile à maîtriser pour la majorité des gens? L'intuition. J'ai pris la décision d'apprendre l'intuition quand j'ai rencontré quelqu'un de très intuitif et que je me suis dit que je voulais être aussi intuitif que lui. Au début, je pensais qu'il était médium. Mais la vérité, c'est que nous le sommes tous. Ce sont juste des dons à développer. J'étais fasciné par ce qu'il faisait.
Il pouvait juste vous regarder et savoir plein de choses sur vous. Je voulais donc apprendre à faire cela. C'est comme ça que j'ai décidé d'étudier ce qu'il faisait. Dans mes séminaires, j'ai remarqué que tout le monde voulait savoir comment faire pour développer l'intuition. L'intuition est une sensation que vous recevez. L'intuition lit les sentiments. Un ressenti est la prise de conscience d'une vibration. C'est donc la lecture des vibrations. Et les vibrations sont l'une des lois naturelles de l'univers. Votre corps entier vibre. Vous vibrez tellement vite que vous ne pouvez pas le voir. Donc, vous devez retirer votre attention de votre personne si vous souhaitez pouvoir sentir l'énergie d'une autre personne. Vous devrez vous concentrer sur l'autre personne. Vous ne pouvez pas ressentir de l'insécurité quand vous faites ça. Vous ne pouvez pas douter de vous-même ou être dans le manque. Vous devez accorder 100% de votre attention à la personne qui est en face de vous. Et bien sûr, c'est également le secret pour une bonne communication. La plupart des gens ne font pas cela. Ils sont plus absorbés par ce que les autres pensent d'eux. Est-ce qu'ils m'apprécient? Est-ce que ma cravate est de travers? Est-ce que je suis bien coiffé? Ou alors ils pensent à ce qu'ils vont dire quand ce sera leur tour de parler. C'est ça, du genre « est-ce que je vais dire les bonnes choses ?» etc. Vous devez donc ne plus prêter attention à vous et prêter attention à l'autre. Mais vous devez aussi être détendu. Vous devez être très détendu lorsque vous vous connectez à l'énergie d'une autre personne. Puis vous commencerez à la sentir. Quand on dit de quelqu'un qu'il était intéressant, pourquoi était-il intéressant? C'est parce qu'il était intéressé. Si vous voulez aimer, soyez d'abord aimable. Si vous voulez des amis, soyez amical. La personne la plus intéressante est celle qui est le plus intéressée par ce qu'elle partage. Exactement. C'est pourquoi je continue d'apprendre. J'adore tout ce que vous partagez avec nous. Ça me passionne vraiment. Car avant, j'étais effrayé de parler devant un petit groupe de personnes. Devant 3, 5 ou 10 personnes, j'étais terrifié. Et l'idée de parler devant 100 ou 1000 personnes me faisait tellement peur que j'aurais pu me recroqueviller en boule et ne plus bouger. J'étais comme ça à 18 ans. Puis je me souviens que quelqu'un a dit que la personne la plus intéressante était la personne la plus intéressée. Et ça m'a retiré toute la pression. J'ai arrêté de vouloir être un gars cool, drôle et charismatique. J'avais juste à partager ce qui m'intéressait le plus. Puis écouter, poser des questions intéressantes et sincères. Pas besoin d'être intelligent, mais juste d'être présent. Vous savez, la plupart des gens ne se souviennent même pas du prénom de la personne à qui ils parlaient. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intéressés par l'autre. Ils sont tellement centrés sur eux-mêmes et sur ce que les autres pensent d'eux. Mais si vous étiez vraiment intéressé par l'autre, vous pourriez au moins retenir son prénom. Je me souviens d'un bon exemple en ce qui concerne la prise de parole en public. J'ai étudié le sujet pendant très longtemps et j'ai utilisé ses conseils. Je savais que ça fonctionnait. Je voulais enseigner aux autres ce que j'avais appris. Ça m'a pris 9 ans et demi pour comprendre comment j'avais fait pour réussir. Et quand j'ai enfin compris pourquoi, tout ce que je voulais c'était de l'enseigner aux autres. Mais j'étais effrayé, j'étais très timide, très réservé. Mais j'avais ce savoir et cette expérience. J'avais réussi dans ce domaine, mais je n'étais pas aussi bon dans tous les autres aspects de ma vie. Sur l'enregistrement de Earl Nightingale, sur sa cassette intitulée The Magic Word et qui parle de l'attitude, il a dit « En ce qui concerne l'attitude, j'en suis arrivé à une conclusion intéressante. Nous avons tendance à minimiser ce que nous pouvons vraiment accomplir. Et pour une raison tout aussi étrange, nous pensons que les autres peuvent accomplir des choses que nous ne pouvons pas accomplir. Si seulement nous pouvions réaliser que nous avons d'immenses réservoirs de talent cachés au plus profond de nous. » Si vous me demandiez si j'ai bien compris cela, je vous dirais que bien évidemment que je l'ai compris, je l'ai écouté au moins des milliers de fois. Je me souviens d'un jour où j'étais assis dans le coin du fond de la salle lors d'une conférence. Bill Gove parlait devant un millier de personnes, et moi j'étais assis dans le fond et je le regardais. Bill Gove était le Frank Sinatra des conférenciers. C'était l'un des meilleurs orateurs du monde. Et il est arrivé devant 1000 personnes, 500 assises d'un côté, 500 assises de l'autre. Puis il a pris le micro et il a levé sa main en disant « Si je veux être libre, je dois être moi-même. Non pas être ce que vous aimeriez que je sois, non pas être ce que ma femme aimerait que je sois, non pas être ce que mes enfants aimeraient que je sois. Si je veux être libre, je dois être moi. » Je le regardais et je me disais « Ce gars est tellement doué, si seulement je pouvais en faire autant, mais je ne serais jamais capable de faire ça. » Et d'un coup, les mots de Earl Nightingale ont résonné dans mon esprit. Nous avons tendance à minimiser ce que nous pouvons vraiment accomplir. Et j'ai eu un déclic. Voilà ce qu'il voulait dire. Je ne l'avais pas écouté depuis des années, mais j'ai soudainement réalisé que si Bill Gove pouvait le faire, alors moi aussi je pouvais le faire. C'est là que j'ai décidé que j'allais apprendre à parler comme lui, et que je ferais en sorte que ce soit lui qui me l'enseigne. Il est donc devenu l'un de mes mentors. Je l'ai généreusement payé pour pouvoir passer quelques moments avec lui et apprendre tout ce que je pouvais. Bien sûr, je ne parle pas du tout comme Bill Gove.
Je veux dire, nous sommes très différents. Il s'exprime d'une façon totalement différente de la mienne, même si je parle devant des milliers de personnes comme lui. Mais il m'a surtout appris à rester détendu quand je m'adresse à une audience. C'était la leçon numéro 1. Si vous n'êtes pas détendu quand vous êtes devant une audience, les gens s'en rendront compte. Comment faire pour se relaxer quand on est terrifié de parler en public? Vous devez penser aux gens qui sont là. Rappelez-vous que vous êtes là pour les aider. Pensez au fait que vous allez partager quelque chose avec eux. L'un de mes mentors m'avait dit quelque chose de similaire. Il y a plusieurs années, j'ai fait une école de communication et j'ai eu des coachs pour m'améliorer. J'ai surmonté beaucoup de mes peurs, telles que celle de parler devant des milliers de personnes. Je me débrouillais plutôt bien, j'étais plutôt apprécié et je gagnais bien ma vie. Mais j'étais toujours un peu nerveux et stressé avant de me montrer en public. Alors j'ai appelé l'un de mes coachs et je lui ai demandé quelques conseils personnels, quelque chose qui puisse m'aider à vraiment dépasser ça. Et il m'a dit « Ne fais pas ça pour toi, mais fais-le pour eux. Tu vas sans doute faire des erreurs, mais accepte que ça va arriver. Tu ne vas pas te rappeler de tous les mots que tu as voulu dire, mais ne te culpabilise pas pour autant. Concentre-toi sur eux et tu pourras les aider. Ne te concentre pas sur toi et tes erreurs. » C'est à ce moment-là que les choses ont changé. C'est comme vous l'avez dit, quand on se concentre à aider les gens. Vous devez être amoureux de l'idée d'aider les gens. Aider, partager, faire tout ce que l'on peut pour servir, ça nous aide à arrêter de se soucier de ce à quoi on ressemble. Quand on a une interaction avec un groupe de gens et qu'on les écoute, au lieu de se demander ce que les autres pensent de nous, c'est que l'on est sincèrement intéressé par eux. Cela vous donne également un sentiment de confiance dans ce que vous faites. Mais comment devenir plus confiant? Vous gagnez confiance en vous en apprenant. Connaître son sujet, c'est la seule manière de développer la confiance en soi. J'étais allé dans un club à Londres dans les années 60. C'était le plus grand club du monde et leur spectacle s'appelait Wild Wild West ou quelque chose du genre. C'était un spectacle comme ceux que l'on peut voir à Vegas. Ils ont joué pendant plus de 2 ans et des stars y faisaient leur apparition. J'y suis allé lors d'une soirée et j'avais une place assise privilégiée située près de la scène. Il y avait environ 1000 personnes qui étaient là pour le dîner-spectacle. Cet endroit a fermé ses portes malheureusement. Wayne Newton était la star de la soirée. À l'époque, c'était un enfant, il avait 20 ou 21 ans à peine. Son frère jouait de la guitare avec lui dans leur petit groupe. Puis il est entré sur scène et d'un coup la scène lui appartenait. Je n'ai jamais oublié ce moment. Ce gars avait tellement confiance en lui et il envoûtait littéralement l'audience. Donc, vous devez faire comme Wayne, c'est-à-dire de tomber amoureux du public et vous les envoûterez. Vous vous sentirez à votre place et vous pourrez transmettre votre message de la meilleure façon possible. Il semblerait que vous ayez maîtrisé le pouvoir de l'alter ego. Pour moi, en tant qu'athlète, j'avais peur de jouer devant des milliers de personnes. C'est pourquoi je repensais souvent aux paroles de Jerry Rice, car j'essayais de m'améliorer. Et Jerry Rice était le meilleur dans mon domaine. Je me suis donc mis à adopter son attitude en me demandant comment Jerry Rice ferait cela, comment bougerait-il, comment marcherait-il sur le terrain, comment démontrerait-il son style, sa confiance en lui, etc. Puis je me suis mis dans sa peau et je me comportais comme si j'étais Jerry Rice. Je devenais lui quand j'entrais sur le terrain et ça m'a aidé à surmonter mes insécurités. Je ne faisais qu'incarner l'énergie de Jerry Rice. Il semblerait que vous ayez vous aussi fait la même chose. Oui, j'ai fait ça de différentes manières avec différentes personnes. Des scénarios différents à chaque fois. Exact. Il y a très longtemps, j'ai commencé à réaliser le vrai pouvoir de l'image de soi. J'ai étudié beaucoup de choses sur le sujet et je l'ai ensuite enseigné à beaucoup de gens. Le principe, c'est que je crée une image pour différentes parties de ma personnalité. Par exemple, je vois une personne qui fait quelque chose que j'aimerais maîtriser aussi bien qu'elle. Une personne que j'admire dans sa façon de faire, puis je m'approprie sa façon de faire. J'ai fait cela pendant des années. Quand j'arrive quelque part, je ne marche jamais trop vite. Jamais. Je me souviens de quelque chose qui m'a marqué quand j'étais petit. Je me souviens de cet enfant nommé Donnie Miller qui vivait dans la même rue que nous. C'était durant la Seconde Guerre mondiale, alors il n'y avait pas de père à la maison, ils étaient tous sur le champ de bataille. Mais son père était malade, alors il était resté chez lui. Il avait fait une attaque cardiaque et n'était pas en état de combattre. Mais le médecin avait recommandé à cet homme de marcher un peu pour améliorer sa santé. Quand je le voyais marcher dans la rue, il était toujours bien habillé, il avait toujours un costume cravate sur lui. Je le voyais passer de temps à autre. Et quand il marchait, il avait toujours cette démarche décontractée. J'ai donc gardé cette image de cet homme dans mon esprit. Puis j'ai commencé à mimer sa façon de marcher. J'ai appliqué ce principe pour bien d'autres choses. J'ai souvent écouté les enregistrements de Earl Nightingale. Je me souviens de la première fois que j'ai travaillé pour lui. Il avait un studio d'enregistrement avec une fenêtre et je pouvais l'observer pendant qu'il faisait ses enregistrements. Puis un jour, j'ai réalisé la manière dont il parlait au micro. Ce n'était pas un simple micro. Pour lui, ce micro était une personne. Dans tous ses podcasts, il s'adressait à une seule personne. D'autres qui font la même chose s'adressent à une audience ou un public,
mais lui ne s'adressait qu'à vous personnellement. Donc quand j'ai réalisé cela, chaque fois que je faisais un enregistrement, je faisais en sorte de ne m'adresser qu'à une personne, celle qui écoute. C'est l'une de ces petites leçons qui m'ont énormément aidé à progresser dans ce que je faisais. Je me souviens d'une personne négative qui se trouvait dans une audience lors d'un séminaire. Il peut y avoir 500 personnes dans l'audience, mais l'énergie de cette personne négative est tellement forte que je la ressens. Il y a longtemps, j'ai rencontré cette femme, Beverly Lynch, quand je travaillais pour Nightingale. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans la vie et elle m'a dit qu'elle était conférencière. Je lui ai alors demandé ce qu'elle faisait quand une personne négative se trouvait dans son audience. Elle a souri en disant « Tu t'adresses à la lumière, pas à l'obscurité. » Waouh, c'était tellement évident, comment j'avais pu passer à côté de ça? Donc, chaque fois que je vois quelques personnes négatives dans mon audience, je me concentre sur une personne qui est très positive et je me dis que je suis là pour ce genre de personne précisément. Je m'adresse à elle directement. Vous vous concentrez uniquement sur les personnes positives. Toujours, oui. Vous ne vous concentrez pas sur les personnes négatives en essayant de vous connecter à elles pour les rendre heureuses ou les faire sourire. Vous les ignorez. Si vous vous concentrez sur le positif et si vous arrivez à capter ne serait-ce qu'une seule minute de leur attention, vous pouvez alors transmettre l'information directement dans leur subconscient. Vous avez dit que l'une des facultés que vous aviez eu le plus de mal à maîtriser est l'imagination. Est-ce le cas pour tout le monde? Ce n'est pas la plus difficile à maîtriser, mais c'est quelque chose que l'on doit bien comprendre. Car la plupart des gens utilisent leur imagination de la mauvaise façon. Ils imaginent ce qui ne fonctionnera pas. Ils imaginent que le pire va se produire. Mais que devrions-nous imaginer plus souvent? Vous pourriez vous imaginer tel que vous aimeriez être ou là où vous désirez vous rendre. Vous devez déjà le vivre dans votre esprit. Il y a un excellent livre intitulé « L'art du jeu d'acteur » de Stella Adler. Stella était une comédienne qui enseignait le jeu d'acteur via des méthodes spécifiques. Marlon Brando a écrit la préface du livre. Il était le premier acteur à atteindre la célébrité en utilisant cette méthode. Mais il faut savoir que Stella n'a pas vraiment écrit le livre. C'est Howard Kissel qui a réuni tous les enseignements de jeu d'acteur de Stella et qui en a fait un livre. Ce qui fait que quand vous lisez ce livre, c'est comme si vous preniez des cours de théâtre. Stella disait que nous sommes tous des acteurs sur le grand théâtre du monde, et elle avait raison. Donc pour atteindre vos objectifs, vous devez d'abord vous comporter comme si vous y étiez déjà. Quand vous y pensez, intellectuellement, ça s'est déjà produit. Et quand vous êtes connecté émotionnellement à votre vision, émotionnellement, ça s'est déjà produit également. À partir de là, ce n'est plus qu'une question de temps avant que ça se manifeste sous une forme physique. Mais comme ça ne s'est pas encore manifesté sous sa forme physique, nous agissons comme si ça ne s'était pas encore produit. C'est pour ça que la plupart des gens restent bloqués dans leur vie. C'est parce qu'ils se comportent comme si ça ne s'était pas encore produit. Je ne peux pas me comporter comme cela. Les autres vont voir que je n'ai pas encore obtenu les résultats qui vont avec mon attitude, alors ils se moqueront de moi. Mais je dois arrêter de me préoccuper de ce que pensent les autres et commencer à me concentrer sur mes propres pensées. Donc, quand vous utilisez votre imagination, vous devez déjà être dans la peau de cette personne. Le philosophe Goethe disait la même chose. Il disait « Avant de pouvoir faire quelque chose, vous devez d'abord être quelque chose. Vous devez l'être intellectuellement et vous devez l'être émotionnellement. Ensuite, ce n'est qu'une question de temps avant que ça ne se manifeste physiquement. C'est l'une des premières lois de l'univers. C'est une transmutation perpétuelle de l'énergie. L'énergie prend forme, toujours. Elle se change en forme, les traverse, puis reprend forme. C'est nous qui créons cela selon la manière dont nous pensons et selon la manière dont nous restons bloqués par certaines croyances. Comment pouvons-nous développer notre imagination de façon positive, un peu plus chaque jour? Je pense que vous devriez prendre le temps de visualiser ce que vous voulez vraiment. J'ai une partenaire d'affaires, Sandy Gallagher, qui est une femme très brillante. Elle se voit comme une championne. Tous les jours, elle prend un moment pour se visualiser en tant que championne. Elle visualise sa croissance et se voit atteindre ses objectifs. C'est comme ça qu'elle réussit dans tout ce qu'elle fait. Au début, vous créez une vision de ce que vous voulez. Vous avez forcément imaginé ce studio avant de le construire. Tout ce que nous voyons ici faisait d'abord partie de l'image que vous aviez dans votre esprit. Nous créons donc toujours deux fois, une fois dans notre esprit et une fois dans la réalité. Il n'existe jamais de peinture originale, nous devons toujours dupliquer les images de notre esprit. Nous devons donc voir clairement ce que nous voulons d'abord dans notre esprit. Mais nous avons tellement de blocages dans nos paradigmes. Nous sommes conditionnés génétiquement et environnementalement. Et c'est ce conditionnement qui dirige la vie de la plupart des gens. C'est pourquoi des personnes très brillantes sont complètement fauchées, des personnes très brillantes sont malheureuses. Certains n'arriveront jamais à accomplir grand-chose dans leur vie. Ce sont pourtant des personnes très brillantes, mais leur paradigme les contrôle.
Pour comprendre cela, nous devons prendre en considération nos origines. Une petite particule d'énergie provenant de notre mère, puis une petite particule d'énergie provenant de notre père, et voici le noyau qui nous constitue. Puis il se développe durant 280 jours en attirant de plus en plus d'énergie pour son développement, jusqu'à ce que vous puissiez voir un nouveau bébé sur la planète. Après ça, le conditionnement provenant de son environnement commence. Il ne comprend rien de ce qui se passe, mais l'information est directement absorbée dans son subconscient. Nous sommes donc programmés génétiquement, même si on ne sait pas exactement jusqu'où ça va, ça peut remonter jusqu'à 5 générations ou plus. Quand j'étais jeune, j'avais des cheveux roux. Mais ma mère n'était pas rousse, mon père n'était pas roux, et mon frère et ma sœur ne l'étaient pas non plus. Par contre, mon grand-père maternel et tous ses frères avaient des cheveux roux. Donc, ça peut sauter une génération. C'est pourquoi nous ressemblons à nos proches, c'est le conditionnement génétique. Puis il y a aussi le conditionnement dû à l'environnement. Nous savons que la majorité de ceux qui bénéficient de l'aide sociale ont eu des parents qui font cela depuis 4 ou 5 générations avant eux. Ça, c'est un conditionnement qui se transmet de génération en génération. Mais heureusement, nous avons tous un point commun. Nous possédons tous le même potentiel. Notre ADN spirituel est parfait. Mais cette perfection ne peut jamais pleinement s'exprimer à cause de ces paradigmes, de ces conditionnements implantés profondément dans notre subconscient. On peut voir tellement de personnes brillantes qui ne réussiront jamais dans leur vie. Je me souviens d'un bon ami à moi, Milt Campbell, qui avait remporté la médaille d'or au décathlon de Melbourne en 1956. Et chaque fois qu'on se voyait, Milt me répétait toujours la même chose. Il me l'a dit des milliers de fois. Il me disait « Tu sais, il y avait tellement d'athlètes qui étaient bien meilleurs que moi, mais ils ont tous abandonné en cours de route. » Ce sont les paradigmes qui nous font abandonner. Pourquoi ? Car la programmation est mauvaise. Vous êtes programmé pour laisser tomber. J'ai travaillé pour une compagnie d'assurance il y a très longtemps. En fait, j'étais tellement efficace dans ce que je faisais qu'ils ne voulaient plus me lâcher. Nous avons amélioré leurs ventes de plus d'1 milliard de dollars. Et tout ce que je faisais, c'était de changer leur paradigme. Je leur ai fait changer leur façon de travailler. Vous savez, une culture, c'est un paradigme. Et chaque pays possède sa propre culture, chaque famille possède sa propre culture, et chaque entreprise a sa propre culture. Il y a de ça des années, dans l'industrie des compagnies d'assurance, ils avaient ce qu'on appelle des agents de débit. Ce sont des personnes qui allaient chez les gens pour récolter l'argent. Ils avaient tous un carnet de notes dans lequel ils faisaient leurs comptes. Je me souviens que nous avions un carnet de notes posé sur notre glacière. L'agent de débit collectait l'argent, c'était toujours des pennies à l'époque, puis il inscrivait le débit dans son carnet. C'était comme ça que fonctionnait la compagnie d'assurance à l'époque. C'est pour ça qu'on les appelait des agents de débit. Puis les choses évoluant au fil des années, les gens se contentaient de signer un papier, ils étaient automatiquement prélevés sur leur compte bancaire. Les choses avaient changé, mais pas les agents. Les agents allaient toujours faire leurs ventes en soirée car ils devaient s'assurer que les parents étaient à la maison, sinon personne ne pouvait payer. C'était un programme qu'ils avaient appris. Nous voilà donc dans les années 70, les agents continuaient d'aller à leur bureau tous les matins, mais ils ne vendaient rien durant la journée, car ils attendaient le soir que les gens soient rentrés chez eux. Il n'y avait rien à collecter durant la journée, ils ont fonctionné comme ça durant des années. Je leur ai demandé « Pourquoi vous rendez-vous au bureau ?» Ils répondaient « Parce que nous devons aller au bureau ». Mais ils ne savaient pas vraiment pourquoi ils allaient au bureau. Je leur ai conseillé de faire ceci. Vous devez être en contact physique avec la personne avant 9 h du matin. Et vous devez demander à chaque personne d'acheter au moins pour 100 000 $ de ce que vous vendez. Pas besoin de leur vendre, demandez-leur d'acheter. C'est ce que je leur ai demandé de faire, et ils ont fini par vendre plus de 100 000 $ d'assurance par semaine, ce qui était plus que ce qu'ils vendaient en une année avant ça. Vous voyez, ce sont les conditionnements, ce sont les paradigmes. C'est la manière qu'ils avaient appris à travailler. Ils ont fait ça pendant des années, et personne n'avait pensé à changer cette façon de fonctionner. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes compagnies d'assurance dans le monde. Je leur ai juste montré comment changer leur paradigme. Vos paradigmes conditionnent vos comportements. Comment pouvons-nous savoir qu'il est temps de changer nos propres paradigmes ? Vous devez constamment changer vos paradigmes. À quelle fréquence changez-vous les vôtres ? J'y travaille en ce moment même, tous les jours. Vraiment ? Bien sûr, j'y travaille tous les jours, mais il vaut mieux éviter de changer plusieurs choses en même temps. Il ne faut pas essayer de tout changer d'un coup ? Si vous voulez connaître vos paradigmes, étudiez vos comportements. Observez vos résultats. Vous voulez améliorer vos résultats, n'est-ce pas ? Vous voulez peut-être gagner plus d'argent. Vous voulez peut-être vous développer d'une façon ou d'une autre. Alors comment allez-vous faire ça ? Je dois changer mes paradigmes. Exactement. Vous devez changer la manière dont vous vous occupez de ces choses-là habituellement. Donc, jetez un œil sur vos résultats et demandez-vous ce que vous aimeriez changer. Vos résultats sont l'expression de vos paradigmes, pas votre intellect.
L'esprit conscient est l'endroit où se trouvent toutes nos informations intellectuelles. Vous savez déjà comment faire mieux que ce que vous faites actuellement. Je sais déjà comment je pourrais m'améliorer dans ce que je fais. Mais pourquoi ne le faisons-nous pas? Parce que notre subconscient est programmé. Nous savons déjà comment faire dans notre esprit conscient. C'est là que notre savoir se trouve. Une personne sait comment faire, mais elle ne fera pas ce qu'elle sait. Si vous lui demandez pourquoi elle ne fait rien, elle vous répondra qu'elle n'en sait rien. Elle sait pourtant plus de choses que moi, mais elle ne fait rien, et ne sait pas pourquoi elle ne fait rien. Mais je sais pourquoi, c'est ces paradigmes qui contrôlent ses comportements. Vous jetez un œil à vos résultats et vous vous demandez ce qui provoque cela. Vous devez donc revenir à vos comportements habituels. Pourquoi agissez-vous comme ça? Parce que vous êtes programmé pour le faire. La dernière fois que nous avons fait un séminaire sur les changements de paradigme à Los Angeles, nous avons donné à tous les participants un classeur rempli de feuilles blanches. C'est un classeur très épais. Puis on leur a demandé de noter en haut de chaque page 10 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Ensuite, on leur a demandé d'écrire cette phrase « Je suis heureux et reconnaissant de savoir que mon ADN spirituel est parfait. Cette perfection est en moi. Chaque matin, je cherche de nouvelles manières d'améliorer mes paradigmes. » Je l'ai moi-même écrite avec ma main gauche, même si je suis droitier. Ça fait 41 jours que je fais ça. Vous l'écrivez avec la main gauche? Oui. Pourquoi? Pour changer le paradigme. Je pourrais être aussi efficace avec ma main gauche que ma main droite, mais je dois changer de paradigme pour cela. Je suis programmé. Quand j'utilise ma main droite, je ne réfléchis pas. C'est pourquoi un graphologue pourrait dire beaucoup de choses sur votre personnalité avec votre écriture. Donc si vous êtes droitier par exemple, et que vous vous efforcez d'écrire avec la main gauche, vous devez consciemment prêter attention à chaque trait et à chaque mouvement que fait votre main. Et quand vous avez fini, ça ressemblera peut-être à de l'art chinois, mais je sais qu'avec la répétition, le fait de recommencer, d'essayer de le refaire encore et encore, ça me prendra peut-être une année ou plus, mais j'apprends à reconnaître la force du paradigme et à quel point il est difficile de le changer. Après ça, dans quelques années, je serai probablement aussi doué avec la main gauche qu'avec la main droite, et je continuerai quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous aimeriez changer en vous-même pour passer au niveau supérieur dans vos résultats? J'aimerais améliorer ma capacité à vendre à plus grande échelle. Vous aimeriez toucher plus de monde? C'est ça, j'ai une équipe de vendeurs. Nous avons une entreprise bien développée, nous avons plus de 70 employés aujourd'hui. J'aimerais que nous soyons plus afin de toucher plus de monde. Car je pense que ce que nous faisons est tellement important, nous changeons littéralement la vie des gens. Et j'y travaillerai jusqu'à mon dernier souffle. Je n'ai aucune intention de prendre ma retraite, j'ai horreur de cette idée. J'ai travaillé sur cette idée la nuit dernière pendant que je prenais l'avion. Je me demandais comment pourrais-je toucher plus de gens. J'ai un magnifique studio à Toronto. C'est un peu une station de diffusion. Je peux faire tourner 4 caméras simultanément. Scott, mon coéquipier, peut contrôler les caméras à distance à partir de son ordinateur. Je peux diffuser partout dans le monde et ce studio est à 15 mètres de ma maison. Je pensais donc à l'idée de faire une sorte de webinar, mais ce ne sera pas un webinar. Ce sera une diffusion en direct durant laquelle j'enseignerai quelque chose aux gens qui regarderont. J'utiliserai sans doute 2 ou 3 PowerPoint en guise de mémo pour me rappeler les points essentiels dont je veux parler et pour maintenir leur attention plus longtemps. Puis je peux même répondre à leurs questions via le chat en direct. Les gens peuvent aussi apprendre quelque chose en lisant les commentaires du chat qui défilent en temps réel. Je ne connaissais pas tout ça avant, on peut même avoir une discussion en direct. J'ai des gens qui vont m'installer tout ça bientôt. J'appellerai ça Studio 333. Il y a une histoire dans l'un de mes livres à propos du nombre 333. On appelait ça l'idée 333. Ne pensez qu'à ce que vous pouvez faire et non à ce qui vous empêche de le faire. Le gars a réuni 3 millions 3 jours et 3 heures plus tard suite à une idée qu'on lui a enseignée. C'est pourquoi on a appelé ça l'idée 333. Je vais donc créer le site studio333.com. C'est comme ça que ça s'appellera et on pourra diffuser partout dans le monde. Comme ça, je pourrai enseigner cette information. Non pas de manière organisée, mais probablement de manière désorganisée pour que ça corresponde aux gens à qui on s'adresse. Quand ils posent des questions, ça m'aide à savoir ce qu'ils aimeraient apprendre. Au lieu de leur dire « c'est comme ça que vous devriez apprendre », je préfère savoir ce qu'ils aimeraient vraiment apprendre. Quel est le potentiel maximum que nous pouvons atteindre selon vous? Jusqu'où est-il possible d'aller? Vous êtes déjà au plus proche du potentiel que vous pouvez atteindre présentement. Si vous voulez vous développer, vous devrez faire mieux que ce que vous faites actuellement. Vous avez une bonne réputation avec votre émission, je pense que vous le savez. Mais il y a encore beaucoup de gens qui n'en ont jamais entendu parler. C'est sûr, énormément de gens. J'aimerais que le monde entier voit ça. C'est un bon exemple. Vous aimeriez que le monde entier voit ça. Comment faire cela? Voilà une bonne opportunité de vous développer. Comment feriez-vous cela? Comment pourriez-vous atteindre des millions d'autres personnes?
en utilisant mon imagination. Exactement, c'est le point de départ. L'imagination, la volonté, l'intuition et tout le reste. C'est ça, c'est pourquoi il est important d'apprendre à les utiliser et à les développer, puis de travailler avec chaque jour. La plupart des gens penseraient que vous avez une situation qui fait rêver. Je pense que c'est aussi mon cas, car vous parlez avec des gens qui sont des experts dans leur domaine, donc vous apprenez constamment. C'est la meilleure école. Votre travail, c'est d'apprendre tous les jours. En effet, c'est génial et j'en suis très reconnaissant. Vous adoreriez rencontrer notre directrice marketing. C'était un homme quand elle a commencé à travailler avec nous. Aujourd'hui, c'est notre chef des opérations dans le département marketing. Elle est très brillante. Elle n'est jamais allée dans de grandes écoles, mais tout comme vous, elle est exposée à de nouvelles informations constamment. Elle a le même potentiel que moi. Vous avez l'air différent, vous vous exprimez différemment, mais nous sommes exactement les mêmes. J'enseigne ça dans mes séminaires. Si je m'adresse à une personne et qu'elle me dit qu'elle est noire, la vérité est qu'elle ne l'est pas vraiment. Puis elle me dit que je suis blanc, mais la vérité est que je ne suis pas non plus. Ma chemise est blanche. Si vous rencontriez une personne blanche comme ma chemise, vous auriez la peur de votre vie. Comment peut-on dire ça? Nous ne voyons pas avec nos yeux, mais nous voyons à travers nos yeux. Nous avons été programmés à voir une personne blanche ou noire, mais elle ne l'est pas vraiment. Vous comprenez? Si nous voyons quelque chose qui n'est pas vraiment là quand nous regardons une autre personne, alors combien de fois regardons-nous quelqu'un en voyant quelque chose qui n'est pas vraiment là? C'est pourquoi nous devons modifier notre perception. Dans le fond, nous sommes tous pareils. Disons que vous n'êtes pas très grand, vous avez une couleur de peau différente, et vous êtes d'un genre différent du mien. Vous diriez, vous n'avez rien à voir avec Bob, mais vous êtes exactement comme Bob. Nous semblons différents, mais la vérité se trouve rarement dans les apparences. Nous pouvons apprendre tellement de choses, mais l'école ne nous apprend rien. L'école ne sert pas à grand-chose. Quelles sont les choses que vous n'avez pas encore apprises? Vous avez 85 ans actuellement? Je vais avoir 85 ans vendredi prochain. Je me sens jeune. Joyeux anniversaire en avance. Merci. Alors, quelles sont les choses que vous n'avez pas encore apprises? Tout ce que j'enseigne, car je n'en connais qu'une infime partie. Je ne sais pas tout ce qu'il y a à savoir sur nos facultés supérieures. Je ne sais pas tout ce qu'il y a à savoir sur la perception, la volonté ou la raison. Il y a tellement de choses que je ne sais pas encore dans ce que j'enseigne. C'est pourquoi j'étudie tous les jours pour en apprendre plus sur ces sujets. Je dois rencontrer des gens qui en savent plus que moi. J'étudie souvent le travail de Thomas Troward. Il a écrit des ouvrages sur les sciences mentales. C'était un grand auteur. Il y a aussi Geneviève Berend. Elle a écrit le livre Your Invisible Power. Elle fut l'unique élève de Troward. Elle est partie étudier avec lui entre 1912 et 1914. Ça lui a coûté 20 000 $, ce qui représentait une immense quantité d'argent à l'époque, mais elle a réussi à devenir son étudiante. Le livre qu'elle a écrit sur la visualisation est un bon livre. Quels sont les 3 livres que vous recommanderiez le plus? Celui de Geneviève pourrait être l'un d'entre eux, mais mon top 3 serait le livre Réfléchissez et devenez riche, puis le livre Tel un homme pense de James Allen, et enfin le livre Vous au carré de Brice Pritchett. C'est un tout petit livre, vous l'avez lu? Je ne me souviens pas de l'avoir lu. Vous le sauriez si vous l'aviez lu, c'est un livre incroyable. Il n'y a que 35 pages et chaque nouvelle page est meilleure que la précédente. Chaque page traite d'un nouveau sujet. Ce livre est incroyable. Maintenant, j'aimerais aborder le sujet de l'argent. Est-il possible pour chacun d'entre nous de passer de la pauvreté à la réussite financière? Absolument. Gagner de l'argent est l'une des choses les plus simples que j'ai apprises, mais c'est l'une des choses qui est le plus mal comprise. Historiquement, les gens les plus riches ont toujours eu plusieurs sources de revenus. Ils n'en ont pas qu'une, ils en ont plusieurs. Quand je nettoyais des sols, je croyais qu'il fallait travailler plus dur pour réussir. À ce moment-là, je voulais vraiment gagner de l'argent. Aujourd'hui, mon point de vue sur l'argent a complètement changé. Mais à l'époque, je me disais, trouve-toi un autre bureau à nettoyer. Je travaillais tellement dur que je me suis évanoui dans la rue. J'avais peut-être 27 ou 28 ans et je me suis évanoui en plein milieu de la rue. Je travaillais tellement dur. Puis en me réveillant, un policier me regardait. C'était effrayant, il y avait un groupe de gens autour de moi. Je voyais des flashs de lumière. Puis un gars en uniforme arrive avec une civière. C'était effrayant. Je m'étais évanoui, mais il devait croire que j'étais mort. Ça m'a pris un moment pour retrouver mes esprits. Mais je suis reparti sans qu'il ne m'emmène à l'hôpital. Je suis parti et je me suis dit, je ne m'y prends pas comme il faut. Bosser plus dur, faire plus d'heures, ça ne marche pas. Pas du tout. En fait, Napoleon Hill en parlait dans son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Il a dit « Si vous êtes l'une de ces personnes qui croient que le dur travail et l'honnêteté à eux seuls vous apporteront la richesse, oubliez ça, ce n'est pas vrai. Quand la richesse arrive en abondance, ce n'est jamais le résultat d'un dur travail.
La richesse n'arrive qu'à la suite d'une demande précise basée sur la mise en application de principes bien définis et non par chance ou par hasard. Vous devez donc en faire la demande, mais vous devez également suivre des principes bien définis pour que ça se produise. Autrement dit, ça doit être en harmonie avec la loi. Vous devez donner plus que ce que vous recevez. Si vous voulez juste obtenir sans donner, oubliez ça. Donc, j'en étais arrivé à la conclusion que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'étais très investi, mais je n'avais pas plus d'argent. Je me disais que ce n'était pas normal. Puis c'est comme si une petite voix dans ma tête me disait « Si tu ne peux pas tous les nettoyer, n'en nettoie aucun ». Je me suis donc habillé chic. Aujourd'hui, les gens m'accusent de dormir dans mon uniforme, mais à l'époque, je n'aurais jamais retiré mon uniforme pour rien au monde, car je savais que ceux qui faisaient le ménage étaient fatigués. J'allais les rencontrer, et je leur apportais des beignets, du café. Je leur parlais de certaines choses, puis je passais à la personne suivante. Mais j'étais toujours bien habillé. Car je savais à quel point ce travail les épuisait, et ils risquaient de me demander de les aider à finir pour pouvoir rentrer plus tôt chez eux. Mais quand ils me voyaient en costume-cravate avec des chaussures bien cirées, jamais ils ne m'auraient demandé de les aider à nettoyer. Alors je passais au bureau suivant, puis au bureau suivant, etc. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me développer. Je suis allé de Toronto à Montréal, puis à Boston, à Cleveland, à Atlanta et à Londres. Et vous embauchiez des gens pour faire le ménage? Oui, partout où j'allais, j'avais des employés. Comment devrait penser une personne qui galère financièrement? Quelqu'un qui galère financièrement depuis des années et qui se sent comme si elle survivait semaine après semaine, mois après mois, et qui ne sait pas comment faire pour pouvoir se sentir libre, ne serait-ce que pour les 6 prochains mois, une année entière ou plus encore. Comment devrait-elle penser? Vous venez de décrire selon moi la façon de vivre de la majorité des gens. La majorité. C'est malheureux, mais je pense que c'est vrai. C'est dû au fait que nous avons un seul vrai problème dans ce monde, et c'est l'ignorance. Ils vivent dans l'ignorance. Ils ne savent pas que ce qu'ils font les maintiendra là où ils sont, mais ils continuent de le faire, car ils ne savent pas comment changer. Ils sont écrasés par leurs dettes. Les gens disent « j'ai besoin d'argent », mais ils ne savent pas comment faire. Ils aimeraient emmener leur famille en vacances, mais n'en ont pas les moyens. Ils feront alors un emprunt et partiront en vacances, mais ils se retrouvent avec encore plus de dettes. Il leur serait utile de comprendre qu'ils ne devraient pas vivre de cette manière. J'ai écrit un livre intitulé « Vous êtes né riche ». La vérité, c'est que vous l'êtes. La plupart des gens sont à court d'argent. Mais vous êtes né riche, riche en potentiel. Si vous allez sur mon site web, vous pourrez télécharger le livre « Vous êtes né riche » gratuitement. Dans le 2e chapitre, je décris précisément comment vous sortir de l'endettement. Vous devez souscrire à un programme de remboursement de dettes qui s'occupera de tout automatiquement. Après ça, vous ne vous concentrez que sur la prospérité. Vous devez avoir un but financier. Vous devez travailler dans cette direction. Puis vous devez surtout comprendre que vous pouvez gagner plus que ce que vous gagnez actuellement. Les personnes riches n'ont pas qu'une seule source de revenus, ils en ont plusieurs. Je gagnais de l'argent cette nuit pendant que je dormais. Vous pouvez vraiment gagner plus d'argent pendant votre sommeil que vous pourriez en dépenser durant la journée. Ça a l'air mignon dit comme ça, mais c'est pourtant la vérité. Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons gagner. Si vous ne recevez pas d'informations de quelqu'un qui est déjà riche, alors vous recevez certainement l'information de la mauvaise personne. Nombreux sont ceux qui demandent à leur beau-frère, à leurs voisins ou à n'importe qui d'autre « Comment pourrais-je gagner plus d'argent ?» Mais s'ils le savaient, ils seraient millionnaires, alors c'est qu'ils n'en savent rien. Beaucoup de gens demandent à ceux qui ne savent pas. Thomas Carlyle l'a parfaitement résumé. Il a dit « Je ne crois pas à la sagesse collective de l'ignorance individuelle. » Mais la plupart des gens reçoivent l'information de ceux qui ne savent pas. C'est pourquoi les séminaires sont quelque chose d'important de nos jours. Les gens ont l'opportunité d'aller apprendre quelque chose. Il y en a beaucoup qui ne voudront pas payer pour ça. Mais je dis toujours, vous savez, c'est un investissement que vous faites. Si vous empruntez pour un séminaire, ce sera probablement la dernière fois que vous emprunterez de l'argent. Nos séminaires ne sont pas faits pour vous vendre du rêve. Nos séminaires vous permettent d'en apprendre plus sur vous-même. C'est comme quand Bill Gove a dit « Si je veux être libre, je dois être moi-même ». Je dois donc savoir qui je suis. Je ne savais pas qui j'étais avant. Je faisais un tas de choses correctement, mais je ne savais pas qui j'étais. J'ai donc commencé à m'étudier. Plus je me connais et plus je vous connais. Vous avez juste à vous étudier vous-même et vous comprendrez les autres, car nous sommes tous pareils. Ce sont seulement nos comportements et nos résultats qui sont différents. J'ai entendu un ami à moi, Dean Grazioso. Je ne sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre qui a prononcé ça, mais il a dit « Ceux qui payent font attention ». Quand vous investissez en vous-même, vous faites plus attention à vous. Je n'avais jamais entendu ça avant, mais c'est vrai. Ceux qui payent font plus attention. Si vous ne payez pas pour quelque chose, vous y accorderez moins d'attention. Mais si vous payez plus, vous y ferez plus attention. J'avais un oncle et une tante qui étaient très religieux. Ils n'avaient presque rien, mais ils avaient une maison remplie d'enfants.
J'allais les voir de temps en temps. Je gagnais bien ma vie et j'enseignais dans des séminaires. Puis je me souviens que durant la période de Noël, mon oncle se précipitait dans les grands magasins pour avoir des cartes de crédit et pouvoir acheter des cadeaux à ses enfants. Je lui ai dit « Je peux te dire quelque chose ?» Il me dit « Laisse tomber, ça ira mieux l'année prochaine. » Je lui dis « L'année prochaine ce sera exactement pareil, car toi tu ne changes pas. » Puis je lui dis « Tu pourrais venir dans l'un de mes séminaires et apprendre quelque chose. Je sais quelque chose que tu ne sais pas. » Il est venu dans un séminaire et à l'époque, il recevait sa paie toutes les 2 semaines. Ça veut dire que 3 ou 4 fois par année, il doit recevoir 3 paies dans le mois. Ça leur a coûté l'équivalent de 2 paies. Je les ai fait payer ce budget pour venir voir un séminaire. Ils s'attendaient à ce que je les complimente pour ça. Ils disaient qu'ils ne voulaient plus venir, qu'ils ne comprenaient rien à ce que je disais dans le séminaire. Je donnais des séminaires de 7 à 10 heures du soir, répartis sur plusieurs jours. C'était il y a longtemps. Ma tante m'a dit « Je ne voulais plus venir, mais puisque nous avions payé, j'ai continué quand même. » Vous avez raison. S'ils paient, ils feront plus attention. C'est tellement vrai. Mais s'ils ne paient pas... Ils ne se soucient pas vraiment. Quand vous entendez quelque chose qui ne vous plaît pas, vous n'écoutez même pas. Je m'en vais, j'ai mieux à faire. Spécifiquement à Los Angeles. Oh, c'est trop de travail pour moi. Je préfère aller à la plage. Ça conforte mon ego. Ouf, j'ai pas besoin de ça. Je suis fermement convaincu que si une personne ne comprend pas les paradigmes... Et qu'est-ce qu'un paradigme ? Un paradigme n'est qu'un ensemble d'habitudes qui sont programmées dans votre subconscient pour contrôler vos comportements. Ça n'a rien à voir avec votre intelligence, ça n'a rien à voir avec votre éducation scolaire, ça n'a rien à voir avec votre statut social. Ce n'est qu'une question de paradigme. Le paradigme est un programme dans votre subconscient qui est hérité génétiquement et environnementalement et qui contrôle vos comportements. Tous ceux qui m'écoutent savent déjà comment faire mieux que ce qu'ils font actuellement et ils se demandent sûrement pourquoi ils n'y arrivent pas. C'est parce que vous êtes programmé pour faire ce que vous faites. Et tant que vous ne changerez pas le programme, rien ne changera. Les paradigmes doivent être changés. Quelles seraient les 3 habitudes principales que devraient prendre les personnes qui souhaiteraient continuer d'évoluer chaque jour ? Pour ceux qui aimeraient être plus prospères, avoir plus d'abondance, être plus heureux, plus joyeux ou en meilleure santé, quelles seraient les 3 habitudes principales ? Je ne parle pas de routine matinale, mais d'habitudes à prendre tous les jours. Sur quoi les gens devraient se concentrer principalement et de manière constante ? Ils devraient étudier tous les jours. Ils devraient avoir un mentor, quelqu'un qui a déjà accompli ce qu'ils rêvent d'accomplir. Ils n'ont pas besoin de connaître la personne, ils pourraient se présenter à elle. Puis demandez-lui, quelles sont les 6 choses que je devrais faire tous les jours ? Demandez-lui, elle sait comment faire. La plupart des gens demandent à ceux qui ne savent pas comment faire. Et la 3e, vous devez avoir un but quoi qu'il arrive. Et quand vous l'écrivez, vous l'avez déjà assimilé intellectuellement. Nous opérons intellectuellement, émotionnellement et physiquement. Pour votre esprit intellectuel, dès que vous prenez une décision, vous l'avez. C'est écrit dans la Bible, « Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » Car les pensées précèdent toujours les paroles. Ensuite, dès que vous le ressentez, vous y êtes émotionnellement. Si vous l'avez intellectuellement et émotionnellement, ce n'est plus qu'une question de temps avant que ça ne se manifeste physiquement. On le reçoit, c'est ça ? Exactement. Mais ça prend un certain temps pour se manifester. Ça ne se produit pas instantanément ? Toutes les graines ont besoin d'une période d'incubation et de gestation pour se développer. Quand une femme est enceinte, ça prendra 280 jours. Le mari ne rentre pas à la maison 1 mois plus tard en se demandant où est l'enfant. Il attendra 280 jours. James Allen a dit « Là d'où je viens, pour quelques poignées de graines de carottes, ça prendra 70 jours pour qu'elles se manifestent. » Toutes les graines physiques ont une période d'incubation et de gestation. Nous le savons aujourd'hui. Nous ne le savions pas avant, car nous n'en étions pas conscients. Personne ne sait quelle est la période de gestation requise pour une graine spirituelle. Et une idée n'est rien d'autre qu'une graine spirituelle. Mais nous savons qu'elle fonctionne avec les mêmes lois. Et les lois de l'univers sont précises. Elles peuvent être étudiées. Elles peuvent être comprises. Nous fonctionnons avec des lois. Nos vies sont gouvernées par des lois. Nous savons qu'il va faire nuit ce soir. On ne se pose pas la question. Nous savons que quand la marée diminue, elle finira par remonter. L'hiver ne suit jamais l'hiver. Nous savons toutes ces choses. Ce sont toutes des expressions des lois universelles. Quand nous alignons notre vie en harmonie avec ces lois, nous pouvons profiter davantage de la vie. Mais si nous les combattons, c'est perdu d'avance. C'est incroyable. De quoi êtes-vous fier et que la plupart des gens ne sauraient pas sur vous ? Je ne sais pas vraiment. Je passe tout mon temps à penser comment enseigner tout ça, vous savez. Je suis fier de notre entreprise. Je suis fier des gens avec qui je travaille. Je suis fier de ma famille. J'aime juste ce que je fais. J'aime tellement ça. Je pense que c'est du gâchis de ne pas étudier. C'est l'habitude numéro 1 à adopter. Il y a tellement de choses que nous ne savons pas encore sur la vie.
et nous pouvons tout accomplir. La vie est assez spéciale. Elle est incroyable. Elle l'est vraiment. Avez-vous peur de certaines choses? Oui, j'ai peur de beaucoup de choses. Quand vous êtes inconscient, vous ne le savez pas, mais vous ne laissez pas la peur vous contrôler. Des personnes très courageuses ont dit qu'elles n'avaient peur de rien. Mais Eddie Rickenbacker disait « Il n'y a pas de courage sans peur. Le courage vous pousse à faire face à vos peurs. » Donc oui, j'ai peur de beaucoup de choses. Chaque fois que je fais quelque chose que je n'ai jamais encore fait, je suis effrayé. Mais je ne laisse pas la peur m'arrêter pour autant. En fait, j'appelle ça « dépasser la barrière de la peur ». Une barrière de la peur? Oui. Disons qu'une personne vient d'avoir une idée. Elle veut quitter son travail et lancer son entreprise. C'est une idée excitante, n'est-ce pas? Elle est intellectuellement impliquée dans cette idée, mais c'est tout. Elle peut s'amuser avec cette idée durant des années, mais rien ne se produira car ça s'arrête au niveau intellectuel. Puis ensuite, elle s'implique émotionnellement avec cette idée. À partir de là, l'enfer se déchaîne. Et elle atteint la barrière de la peur. La peur la prend aux tripes. Et oui, mais si vous ne franchissez pas cette barrière de la peur, vous revenez à la sécurité. C'est de l'esclavage, et c'est comme ça que vivent la majorité des gens. Car ils ne savent pas comment faire, qu'ils ne savent pas d'où viendra l'argent ou l'aide dont ils ont besoin. Je me souviens qu'un jour, le yogi Maharaji voulait transmettre la méditation transcendantale dans le monde entier. L'un de ses conseillers lui demanda « Mais d'où viendra l'argent pour faire cela ?» Il a répondu « De partout où il se trouve en ce moment ». J'adore cette réponse, car c'est vraiment de là qu'il vient. Donc, quand une personne se heurte à la barrière de la peur, dû au fait qu'ils ne savent pas comment trouver l'argent, elle devrait d'abord comprendre que le moyen pour y arriver existe déjà. Si rien n'est créé ni détruit, si tout le pouvoir et le savoir sont déjà présents partout à tout moment, ça signifie que c'est disponible ici même et dès maintenant. Elle n'a juste pas encore compris cela. Alors quand elle atteint la barrière de la peur, si elle ne la franchit pas, ça s'arrête là. Elle se contente de rester dans sa zone de confort, et rien ne se manifeste pour elle. Exact. Si quelque chose ne me fait pas peur, c'est que je n'évolue pas. En tant qu'athlète, je vivais avec la douleur presque tous les jours. Notre coach nous poussait constamment vers une limite que nous ne voulions pas dépasser. Il ne voulait pas qu'on ait mal au point qu'on se brise les os, mais c'était des entraînements très difficiles. Parfois, j'aurais préféré rester couché, à jouer à des jeux vidéo, à m'amuser. Mais quand on allait au-delà de ce seuil de douleur et que ça devenait vraiment inconfortable, je me rappelle que ça me donnait un peu plus confiance en moi. J'étais étonné de voir ce que j'étais capable de faire. Je ne pensais pas pouvoir aller aussi loin, mais après ça, je pouvais en faire un peu plus le lendemain. Et faire ça tous les jours, durant des années, ça m'a conditionné à aller chercher la douleur chaque jour, mais d'une façon saine, bien entendu. C'est là que le coach a joué un rôle important, que ce soit un coach ou un mentor. Je pense que si vous recevez un bon coaching pendant un certain temps, après ça vous pouvez dire « maintenant ». C'est en moi. Ça fait partie de vous après ça. C'est la même chose pour la peur. En fait, si ça ne m'effraie pas, je sais que je ne vais sans doute pas dans la bonne direction. Devrions-nous dépasser une barrière de la peur chaque jour, ou est-ce que c'est trop de le faire autant? Non, ce n'est pas trop. Est-ce que c'est utile d'aller chercher toutes ces choses qui nous effraient chaque jour? Bien sûr, vous devriez aller dans ce sens. Et après les avoir dépassés, vous réalisez après coup que vous étiez en sécurité en le faisant. Mais vous devez également comprendre que quand vous faites cela, vous êtes impliqué émotionnellement avec une idée. Vous changez un paradigme. Donc même si vous dépassez votre peur, elle ne s'en ira pas pour autant, car le paradigme, lui, n'a pas changé. Il faudra un certain temps pour créer un nouveau paradigme. La peur restera donc avec vous pendant un certain temps. Jusqu'à ce que vous vous sentiez comme si c'était votre nouvelle zone de confort. Exact. Je suis passé au travers, et voici ma nouvelle norme. Je m'y sens à l'aise. Je compare souvent cela à un X. Je pense constamment X, X, X. Et le Y est la nouvelle idée. Le Y ne se mélange pas avec le X. Vous atteignez le Y intellectuellement et le X est le conditionnement. Le Y ne se mélange pas au X, ce qui crée une vibration que nous appelons la peur. Quand vous franchissez la barrière de la peur et que vous éliminez définitivement cette peur, le Y devient le nouveau X. Et on pense Y, Y, Y. C'est ça. Il devient le nouveau X et le conditionnement est toujours là, sauf qu'il est situé à un niveau supérieur. Quelles sont les pensées que nous devrions avoir tous les jours? Vous nous avez conseillé des habitudes, telles que d'étudier, d'avoir un mentor et un but. Mais quelles sont les choses que nous devrions nous dire à nous-mêmes intérieurement et extérieurement? Vous devriez avoir une affirmation, une phrase positive que vous vous dites à vous-même et qui est alignée avec votre objectif.
C'est comme ça que vous changez un paradigme. Il n'y a que deux façons de changer un paradigme. Le premier, c'est un grand impact émotionnel, ce qui ne se produit pas très souvent. Et l'autre, Auriez-vous un exemple à nous donner? un bon exemple pour illustrer cela serait le 11 septembre. Cet événement n'a pas eu un immense impact émotionnel pour moi, ni pour vous non plus sans doute, mais pour les gens qui vivent dans la zone ou qui ont perdu quelqu'un ce jour-là, c'était un véritable impact émotionnel. C'est quelque chose qui les a frappés si durement que ça les a littéralement changés. Et pour l'autre façon? La répétition. Répétez la même chose encore et encore. Prenez une affirmation par exemple du genre « je veux changer ». Vous devrez vous répéter et visualiser cette phrase à vous-même via la répétition. Au bout d'un moment, cette affirmation sera ancrée dans votre esprit. Donc toutes les choses dont vous avez peur deviennent une habitude, car vous les faites de manière automatique. De même que les choses que vous dites ou faites automatiquement, vous n'y pensez même pas. Mais il y a sans doute eu un moment où vous aviez peur de le faire. C'est comme ça, je pense, que l'on continue de changer. La pensée est très puissante. La pensée est ce qui précède tout le reste. Les ondes de pensée sont des ondes cosmiques. Elles traversent tout l'espace-temps. J'ai eu la chance de travailler avec Edgar Mitchell. C'était le capitaine du module d'atterrissage des fusées Apollo. Il faisait des exercices de transmission de pensée depuis l'autre côté de la Lune avec Sherman et Ford sur Terre. Ils ne sont plus de ce monde, mais nous faisons des exercices de transmission de pensée constamment. C'est juste que nous n'avons pas encore atteint le niveau de compréhension nécessaire pour maîtriser cela. Si je compose votre numéro de téléphone, je m'aligne sur votre fréquence. Je ne ferai sonner aucun autre téléphone sauf le vôtre. Si je prends une photo de vous et que je l'envoie à l'un de mes amis qui vit à Singapour, même si je suis à Los Angeles lors de l'envoi, il la recevra presque instantanément à Singapour. On sait tous cela, n'est-ce pas? En fait, les pensées fonctionnent de la même façon. Si je pense à vous, j'active des cellules dans votre cerveau. Et si vous n'êtes pas en train de penser, ces cellules commenceront à s'agiter et vous finirez par penser à moi. Et si je vous appelle à ce moment-là, vous me direz que vous pensiez à moi justement. Ça m'arrive tout le temps. Mais nous devons bien comprendre ce qu'il se passe. Vos pensées sont des fréquences. C'est pareil pour vos objectifs. Quand vous déterminez un objectif, vous devez calibrer votre cerveau sur cette fréquence, car ce que vous désirez ou ce dont vous avez besoin se situe sur cette fréquence. La plupart des gens ne prennent pas de décision car ils ne savent pas comment réussir. Mais vous n'avez pas besoin de savoir comment réussir. C'est pourquoi quand Kennedy a demandé à Wernher von Braun comment faire pour se rendre sur la Lune, il lui a répondu « la volonté de le faire ». Vous devez prendre une décision. Vous ne prenez pas de décision quand vous avez suffisamment d'argent ou que vous avez toutes les ressources pour le faire. Vous prenez d'abord la décision. Quand vous prenez une décision, vous calibrez votre cerveau sur une fréquence plus élevée. Et quand vous êtes connecté à cette fréquence, vous commencerez à attirer tout ce qui vibre sur la même fréquence. C'est comme cela que la loi de l'attraction fonctionne. Le secret parle de la loi de l'attraction, mais il ne l'explique pas vraiment. Personne dans le film ne l'explique, et moi non plus, car nous n'avions pas le temps pour cela. La plupart des gens ne la comprennent pas. Vous ne pouvez attirer que des choses qui se trouvent à la fréquence à laquelle vous fonctionnez. L'attraction est une loi secondaire, la première loi étant la loi de la vibration. C'est la première loi de l'univers. Tout ce qui se trouve dans cette pièce est en mouvement. Rien n'est statique. Cette table bouge, c'est juste qu'elle apparaît statique. La loi de la vibration décrète que rien ne repose. Tout remue, tout vibre. Quand vous pensez, vous vous calibrez sur une fréquence. Et vous ne pouvez attirer que ce qui se trouve sur cette fréquence. Si vous pensez à une personne et que vous vous concentrez sur elle, elle vous passera un coup de fil, ou alors vous la croiserez dans la rue. Car on pense à elle. C'est la loi d'attraction qui s'applique. Vous ne pouvez attirer que ce qui est en harmonie avec vous. Donc, quand vous vous fixez des objectifs, vous devez vous visualiser comme ayant déjà réussi. C'est ce qu'on appelle l'état d'esprit. Nombreux sont ceux qui parlent de l'état d'esprit, mais qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Ça signifie que vous calibrez votre esprit sur une fréquence qui vous sera nécessaire pour attirer à vous ce que vous voulez. C'est comme ça que l'objectif se matérialise. Vous vous impliquez, et vous l'avez intellectuellement et émotionnellement, mais le problème, c'est que vous ne l'avez pas sur le plan physique. Pas encore. Mais ça se manifestera avec le temps. Nous ne savons pas ce qu'est le temps. Donc, on essaie de deviner à quel moment nous aurons atteint notre objectif. J'adore ça. Je pourrais vous écouter toute la journée. J'aimerais vous poser quelques questions pour finir. Ce sont les 3 dernières questions que je pose à tous mes invités et que j'appelle les 3 vérités. Imaginez que vous arriviez à votre dernier jour sur cette planète et vous devez définitivement partir. Ça pourrait arriver dans 100 ans, dans 300 ans ou demain. Peu importe le jour que vous voulez, mais vous devez le choisir. Imaginez que vous avez créé tout ce que vous vouliez créer.
ou que vous vous en approchez, vous vous sentez reconnaissant pour cela. Vous avez fait ce que vous vouliez faire. Vous avez eu la vie et les relations que vous vouliez. Mais pour une quelconque raison, vous devez tout emmener avec vous. Tout ce que vous avez créé doit disparaître avec vous. Cependant, vous écrivez sur une feuille 3 choses que vous savez être vraies et que vous voulez laisser derrière vous quand vous quittez ce monde. 3 leçons que vous laisseriez. Et ce serait ce que les gens auraient pour se souvenir de vous ou de vos enseignements. C'est ce que j'appelle les 3 vérités. Quelles seraient les vôtres? C'est une question intéressante. Numéro 1, vivre dans le moment présent. Si c'était mon dernier jour et que je pouvais choisir de faire ce que je souhaite, alors je ferais exactement ce que je suis en train de faire là tout de suite. Car c'est ce que je fais ce que j'aime. Donc je dirais que vous devriez faire ce que vous aimez faire. Nous devrions laisser tomber tout le reste, car ce n'est qu'une illusion. Le temps n'existe pas vraiment, ce n'est qu'une illusion. Certains l'utilisent pour des bénéfices physiques, mais nous ne sommes pas des êtres physiques, nous sommes des êtres spirituels. Je suis donc ici et maintenant. Vivez dans le moment présent. Numéro 2, soyez reconnaissant. Wallace Wattles, dans son livre « La science de l'enrichissement », a écrit sur la première page de son chapitre 7 « Tout le processus de l'ajustement et de la réparation mentale peuvent être résumés en un seul mot, gratitude. » Donc peu importe à quel point vous êtes perturbé, peu importe ce qui vous fait souffrir, vous pouvez tout résoudre, vous pouvez tout guérir grâce à la gratitude. Pensez juste aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Numéro 3, donner. Vous savez, c'est exactement ce dont nous parlons dans nos programmes. C'est le but de notre entreprise. Dans mon domaine d'expertise, je pense qu'il y a 2 façons de faire. Vous pouvez essayer de briller et de devenir une superstar. Mais je n'ai jamais voulu être une star, je n'ai jamais voulu être un orateur. Je ne me vois pas comme un orateur. Je veux juste partager mes enseignements avec plus de gens. Alors j'enseigne à des personnes qui enseigneront à d'autres personnes. Nous avons des représentants dans plus de 100 pays actuellement. La dernière fois, nous avons diffusé un séminaire dans 215 pays. Et c'est exactement ce dont il s'agit pour moi. Il ne s'agit pas de moi, mais de vous. Si nous pouvons prendre l'habitude d'aider une autre personne à mieux comprendre, ne serait-ce qu'un peu plus afin qu'elle apprécie un peu plus la vie, alors nous sommes sur la bonne voie. Vos 3 questions sont d'excellentes questions. Vivre dans le moment présent, être reconnaissant. D'ailleurs, c'est la première chose que je fais chaque matin. J'écris les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Nous enseignons aux gens comment faire cela. J'ai une merveilleuse partenaire d'affaires qui s'appelle Sandy Gallagher. C'était une avocate en valeurs mobilières et elle excellait dans son domaine. Elle achetait des banques, en vendait, les rendait publiques en créant des banques communautaires, elle gérait des sommes astronomiques. Elle est venue à l'un de mes séminaires, c'était quasiment au moment où le film Le Secret est sorti. Je demandais aux gens « Que voulez-vous vraiment dans la vie ?» Et bien qu'elle ait eu beaucoup de succès car elle avait été diplômée et reconnue comme étant la meilleure avocate en valeurs mobilières dans toutes les universités des États-Unis, c'était la meilleure. Elle a étudié en Angleterre, mais elle avait l'impression de ne pas faire ce qu'elle voulait vraiment faire. Son père était avocat pour une banque, alors elle a en quelque sorte suivi le même parcours. À l'époque, je donnais un séminaire dans la ville de Phoenix et je m'apprêtais à partir. Elle est venue me voir et elle m'a demandé si j'acceptais d'aller boire un café pour qu'on puisse parler de certaines choses. Elle avait des problèmes personnels et j'ai accepté. Nous nous sommes installés dans un café et elle me demande « Pourriez-vous me donner 3 choses que je pourrais faire afin de résoudre mes problèmes personnels ?» Je lui réponds « Bien sûr !» Mais bon sang, je ne savais pas vraiment quoi lui dire. Alors j'ai pris une serviette comme celle-ci et je l'ai posée devant moi. Puis je lui dis « Écrivez 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Et quand ce sera fait, j'aimerais que vous envoyiez de l'amour à 3 personnes qui vous posent des problèmes. » Et oui, c'est quelque chose de très difficile à faire. Certains sont tourmentés par les gens qui leur posent des problèmes. Je lui dis donc d'envoyer de l'amour à 3 personnes qui lui posent des problèmes et de le partager avec quelqu'un d'autre. Elle avait une tablette avec elle. Elle allait à Hawaï le lendemain avec sa mère et sa sœur et leur avait acheté une tablette également. Je lui ai donc dit d'utiliser cette tablette pour écrire les 10 choses pour lesquelles elle était reconnaissante et elle a demandé à sa mère et sa sœur d'en faire autant. Les vies de ces 3 femmes ont complètement changé. Ça a eu un tel impact sur leur vie que nous le recommandons à tout le monde dans nos séminaires. Aujourd'hui, c'est l'une de nos enseignantes et elle raconte son histoire afin que tous les participants fassent la même chose. Et moi aussi, sur une tablette, je note 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Je le fais avec la main gauche, ça fait 1 an que je pratique. C'est quelque chose de très puissant à faire, vous savez. La gratitude est essentielle. Elle l'est, c'est le processus de l'ajustement mental.
Ça marche, peu importe quel est votre problème. C'est le remède contre le stress, la colère, la frustration. Et vous pourriez le faire ne serait-ce que pour 1 minute, mais 7 minutes changera votre vie. Si vous changez votre perception, vous changez votre vie. Ça change votre vibration pour attirer plus de ce que vous voulez. Exactement. J'aimerais vous dire que je vous suis très reconnaissant, car vous avez fait cela pendant très longtemps. Vous faisiez déjà ça même 20 ans avant ma naissance. Et le fait que vous ayez continué à démontrer la même concentration, la même intensité, la même générosité, chaque jour lors de vos séminaires que d'ailleurs je recommande à tout le monde, mais vous continuez d'enseigner, de servir et de donner. C'est très inspirant pour moi et pour beaucoup de gens de vous voir tel un mentor ou comme un modèle. Vous êtes de ceux qui, plus ils ont du succès, plus ils donnent aux autres. Plus vous apprenez et plus vous partagez. Et j'aimerais continuer d'être ce genre d'exemple, tel que vous l'avez été pendant si longtemps. Je vous suis vraiment très reconnaissant et je vous remercie pour votre savoir, votre sagesse et votre humilité dans votre façon de partager. Vous n'agissez pas comme si vous aviez toutes les réponses, mais vous apprenez constamment et vous partagez constamment. Alors je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Merci, j'ai vraiment apprécié d'être ici. J'aime tellement ce que je fais. Je confirme. Je ne me sens pas bien quand je ne peux pas faire ça, car c'est vraiment ce que j'aime faire dans la vie. C'est la première chose à laquelle je pense dès le matin. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai compris que je pouvais changer. Aujourd'hui, je suis heureux, riche et en bonne santé. Je voyage partout dans le monde, j'ai plein d'amis merveilleux. Si je suis passé d'un loser à quelqu'un qui a compris qu'il pouvait réussir, alors tout le monde peut le faire. Par exemple, je suis allé visiter une prison un jour. C'était une prison de sécurité maximale au Canada. Il y avait ce gars que tout le monde considérait comme un chien fou. Il l'avait mis en liberté conditionnelle. J'ai réussi à obtenir du gouvernement canadien la rupture de sa liberté conditionnelle pour qu'il puisse avoir un passeport et venir en Angleterre avec moi. Je veux dire, j'ai vu des situations incroyables que vous auriez du mal à croire, mais je les ai vues se produire. On peut parler de miracle, et ça arrive tous les jours. Donc j'ai fini par comprendre que si je pouvais réussir, alors tout le monde pouvait réussir. C'est juste une question de recevoir la bonne information en provenance de la bonne personne. Je pense qu'on reçoit trop de mauvaises informations de la part des mauvaises personnes. De nos jours, le développement personnel est tellement bien développé, au point que si une personne ne cherche pas à se développer personnellement, ce serait triste selon moi. Nous devons donc les aider autant que nous le pouvons. Je ne pense pas qu'une personne s'auto-sabote de son plein gré. Je pense qu'elle est juste mal guidée. Elle est ignorante et elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment changer. Elle ne sait même pas qu'elle ne sait pas. Elle est perdue. Et je pense qu'il est de notre responsabilité de l'aider. Voici ma dernière question. Quelle est votre définition de la grandeur ? C'est une bonne question. Je pense que nous pouvons atteindre la grandeur. Ce n'est pas quelque chose à laquelle vous pouvez vous identifier. Si vous pensez que vous êtes grand, vous aurez des problèmes. C'est donc quelque chose que nous devons atteindre. Je pense que c'est un idéal que nous pouvons poursuivre car ça nous permet d'exprimer la meilleure version de nous-mêmes. Il y a de la grandeur en chacun de nous. C'est indéniable. Il y a de la grandeur chez tout le monde. Je pense que c'est l'essence de ce que nous sommes. Je ne sais pas si je l'atteindrai un jour. Je suis toujours en pleine évolution. Mais j'aimerais l'atteindre. J'aimerais atteindre la grandeur dans ce que je fais. Je pense que je suis bon dans ce domaine. Mais il y a des personnes qui sont encore meilleures et j'aimerais vraiment apprendre d'elles. Superbe. Bob, merci d'être venu. Merci. Ce fut un plaisir.